intéressante à vous raconter. C'est quoi qui distingue vraiment des constructeurs de qualité? Alors, on va commencer dans une minute avec Robin Gratton de Larix Construction à Val-David, spécialiste de maisons LEED, maisons passives. Étienne Ricard d'Urbaneco dans les cantons de l'Est. Il construit la maison de ma sœur. Alors, ils sont dans mon cœur, ces gars-là. Et Kevin, qui est à Mont-Tremblant, Kevin Laporte Construction, qui vient d'acquérir Landmark Passive House, qui est une institution. Jim Hardale à Tremblant, je l'ai connu, ma foi, il faisait les maisons de millionnaires il y a 30 ans. C'est une sommité au Québec, puis il a vendu à ce jeune-là qui a formé. Alors, si j'étais multimillionnaire, ben, j'achèterais 3 maisons de chacun. Et je leur ai demandé, c'est quoi qui distingue des constructeurs de maisons vraiment performantes? Alors, ça va être Robin qui commence. À vous, mon cher. Ben oui, certain. Bonjour à tout le monde. J'aimerais juste savoir à quel genre d'audience que j'ai à faire aujourd'hui pour un peu aligner mon discours, parce qu'on a 10 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une maison performante. Et après 15 ans d'existence, Larix et plus de 25 ans de métier, je me pose encore les questions fondamentales qu'est-ce que c'est qu'une maison performante aujourd'hui. Et une maison performante, à la base, c'est les êtres humains qui la construisent, et c'est les êtres humains qui vont y vivre à l'intérieur et qui prennent les décisions de construire une maison comme ça. Et c'est des êtres humains comme vous avez là ici en avant de vous qui y donnent du cœur pour construire une maison performante. Donc, est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des architectes, des ingénieurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des passionnés de construction écologique dans la salle? Tout le monde? Ça va être super, ça va bien aller. Tout le monde lève la main. Maison performante, Festival des technologies vertes. Je voudrais remercier André qui m'a invité. Je voudrais remercier aussi NZP qui est notre commanditaire pour l'événement. Chez Larix, il y a 4 éléments essentiels pour une maison performante. Je vais survoler la maison performante. Si jamais vous avez des questions précises, c'est sûr que je vais y répondre par email, par texto, par téléphone. Mais je vais survoler qu'est-ce que c'est pour moi une maison performante. Ça commence avec une conception bioclimatique et écologique, et ça poursuit avec une enveloppe performante. Je pense que la grande question, c'est là, l'enveloppe performante que tout le monde se pose. Quel genre de mur qu'on va avoir, quel genre d'isolant qu'on va avoir, quel genre de composants qu'on va avoir. Fait que je vais un peu plus élaborer vers ça. Ensuite de ça, les portes et fenêtres performantes, qui est aussi vraiment quelque chose de très essentiel dans une construction performante, une construction écologique, durable et efficace. Après ça, la ventilation performante aussi, qui va de mise avec des enveloppes performantes, qui veut dire étanches. Donc, on veut avoir une ventilation performante. Avec ces 4 grands points-là, vous avez votre maison écologique qui est bien installée, bien assise et bien partie. Le reste, c'est s'il nous reste de l'argent. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est vraiment la réalité, et c'est comme ça que ça se passe. Je vais survoler la conception bioclimatique et écologique, mais en gros, c'est vraiment l'orientation sud qu'on va aller chercher pour avoir une maison performante. L'orientation du bâtiment, les portes et fenêtres, c'est sûr, vers quel côté qu'on les aligne, quel côté qu'on les installe. L'optimisation du bâtiment, le format du bâtiment, très important. La protection végétale, ça veut dire l'ombrage, les vents et tout ça. Vous le voyez très bien, le dessin est super bien fait. Un point que j'ai rajouté à ce beau dessin que j'ai trouvé avec ces critères-là, c'est les professionnels qui vont vous accompagner, qui vont vous conseiller, designers, architectes et ingénieurs. Très important aussi là. Et le constructeur fait partie de cette belle brochette de concepteurs. Donc, c'est un point vraiment important. Si on parle d'enveloppe performante, chez nous, et je pense pour tout le monde, mais les ressources humaines est la base. Parce que moi, je ne fais pas de cuisine, presque pas. Même si j'achète les meilleurs ingrédients du monde, je ne ferai pas une bonne recette. Ça va être bon, mais il va manquer quelque chose. Ça prend des chefs cuisiniers
Et ça, c'est des gars qui travaillent pour moi, James et Pascal. Pascal, ça fait 16 ans qu'il travaille avec moi. Construction Laric, ça fait 15 ans que ça existe. James, ça fait 12 ans. Donc, dans notre équipe, on a des gens soucieux du détail et de la performance et de la durabilité. Fait que ça, c'est vraiment une main-d'œuvre qualifiée et soucieuse que j'arrête pas de vendre et j'arrête pas de dire, mais c'est la base. Fait que si vous n'avez pas ce feeling-là, puis vous voulez avoir une maison performante, changez de contracteur, aussi plate à dire que tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit. Et après ça, il y a la compréhension des matériaux et les bonnes techniques, qui est encore une base pour les ressources humaines. Les ressources matérielles, le choix de bons matériaux, les fournisseurs consciencieux et responsables, compatibilité entre les produits, provenance et écologique. J'ai marqué laine de roche, entre parenthèses, écologique, mais j'aurais dû marquer laine de chanvre. C'est de la laine de chanvre qu'on voit là. Ça, c'est sur un chantier qu'on a fait. La laine de chanvre, pour moi, c'est vraiment un produit, si on veut parler d'enveloppe performante, qui fait partie de l'avenir. Le produit n'est pas encore homologué ici au Québec, je crois. En tout cas, pas loin de l'être. Mais on en pose pareil, puis on y croit, parce que c'est un produit naturel, c'est un produit qu'on peut presque manger s'il n'y avait pas de borax dedans. On peut le laisser à l'extérieur, il peut mouiller dessus pendant 1 mois de temps, puis ça va être encore performant. On le prend, on le secoue, la laine, on peut la réinstaller dans un mur. Fait que moi, je crois beaucoup à la laine de chanvre. Laine de roche, j'y crois aussi, mais maintenant, c'est plus la laine de chanvre qui a pris la place dans mon cœur. Donc, choix des matériaux, vraiment important, fournisseurs consciencieux et responsables. J'ai des fournisseurs qui sont là depuis aussi 15 ans. Ils ne sont pas les moins chers, mais ils sont consciencieux et sont responsables. Fait que quand je dis je veux une maison performante, ils vont me la donner. Fait que moi, je pars du chantier. Comme je vous ai dit avant, j'ai ces 2 gars-là qui sont là. J'ai des fournisseurs consciencieux. J'ai des ingrédients. La recette, elle marche après ça. Moi, je suis le grand chef et je fais juste visionner tout ça et dire parfait, tout le monde est beau, tout le monde se place bien, tout le monde fait sa job. C'est comme ça qu'on va avoir un bâtiment performant. Ensuite, les bonnes techniques, bien s'informer et bien comprendre. Ça, aujourd'hui, les gens ont beaucoup de facilité à le faire à cause des gens comme André qui nous donnent plein d'informations comme dans sa revue. Et l'autre chose qui est bien importante que je voulais parler, c'est le test d'infiltrométrie. On le voit là dans la porte. Je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est qu'un test d'infiltrométrie. C'est une des bases d'une maison performante, c'est-à-dire l'enveloppe. Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est le critère le plus important après l'être humain. On enlève toute l'air de la maison et après, on calcule combien de temps ça prend de remettre l'air de façon naturelle dans la maison. Fait que ça nous dit comment que notre maison est étanche à l'air. C'est assez simple. Fait que quand on construit des maisons, il faut avoir en bas de 1.5 pour être certifié LEED. Et plus qu'on a bas, c'est-à-dire un changement d'air à l'heure, eh bien, on a des maisons performantes. Ça, c'est un critère important parce que on a beau avoir le meilleur manteau du monde sur le dos, qui a coûté 1000, 2000 $, s'il y a plein de trous, on va avoir de la misère. En parlant de manteau, aujourd'hui, une maison, c'est comme se mettre un manteau sur le dos. Ça veut dire qu'on utilise la technologie qui est là aujourd'hui. Les gens qui montent le mont Everest ont plus des vêtements imperméables et des grosses laines sur le dos. Ils ont des manteaux qui respirent et qui ont des membranes intelligentes sur le dos. Une chose super importante aussi, les portes et fenêtres, que je voulais vous parler vite fait. J'ai marqué Passivhaus en anglais et en français pour ne pas faire de chicane, pour montrer comment c'est tellement important d'avoir des bonnes portes et fenêtres parce qu'on a beau avoir l'isolation qu'on veut dans les murs, partout. Si ici on n'a pas de la bonne qualité, ça revient à notre manteau qu'il y a des trous partout et que le zipper ne marche pas bien, on va avoir froid. La maison va avoir froid. La ventilation, qualité de l'air, contrôle de l'humidité et l'entretien régulier. C'est des choses qui sont très, très, très importantes. Fait que j'espère vous avoir donné une genre de base que
vous allez comprendre que le bâtiment performant aujourd'hui, la chose principale, c'est l'être humain qui le met en place sur votre maison ou pour votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain, de cette mise en scène excellente. Moi, je vais insister sur le test d'infiltrométrie parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'étanche à l'air, c'est étanche à l'eau. Oui. Alors, si tu ne veux pas que ta maison pourrisse, c'est essentiel. Puis, si tu ne veux pas que l'air chaud et humide migre dans les murs et condense et fasse des moisissures, le test d'infiltrométrie que Robin montrait, qui est standard dans les maisons Nouveau Climat, dans les maisons LEED, les maisons Passive House, c'est la chose la plus importante avant de fermer les murs. Fait que là, on va passer la parole à Étienne Ricard, directeur de la conception chez Urbaneco Construction de Sherbrooke. Et comme je disais tantôt, ma sœur a acheté un terrain à Cowansville et j'ai dit, il faut absolument que tu aies au moins jasé avec ces gens-là. Puis ma sœur qui est très critique, moi je me disais, j'ai hâte de voir le feedback. Ils vont commencer, ils font la demande de permis incessamment. Donc, elle a fait 95% du processus de conception et tout. Ils signent pour les derniers prix, plans de devis. Puis ma sœur est contente. Ils n'ont même pas excavé, mais elle est super contente du processus. C'est l'accompagnement que vous avez avec des compagnies comme ça qui est important. Vas-y, Étienne. Merci. Merci André. Merci Robin. J'aime beaucoup t'insister sur l'humain. Je vais faire un petit bout dans le même sens. Je suis très content d'avoir cette chance-là offerte par le festival de rencontrer des collègues en construction. On travaille fort. C'est rare qu'on se rencontre, qu'on ait cette chance-là d'échanger. Donc, je vais en profiter. Je vais faire un petit zoom out pour une espèce de performance sur un sens global. Je vais commencer en parlant on peut être soucieux de la manière qu'on organise notre territoire, qu'on respecte notre environnement. Moi, je travaille en Estrie et je dois vous partager que les municipalités et les MRC ont un grand souci, sont en transformation. Il y a beaucoup de réglementations qui se mettent en place pour pouvoir contrôler l'environnement bâti qui se met en place en ce moment. Fait que j'ai bon espoir pour le futur. On peut aussi être soucieux sur notre empreinte carbone. Le monde du bâtiment, c'est un grand joueur d'émissions carbone. Et à ce niveau-là aussi, il y a des choses qui bougent beaucoup. Le Conseil national de recherche du Canada s'est donné des objectifs 2030-2050 pour l'ensemble d'environnement bâti pour être sobre en carbone et arriver à zéro carbone. Et c'est dans ce sens-là qu'on réfléchit notre travail, on réfléchit les maisons qu'on fait. On va faire des maisons en pensant à l'avenir nécessairement. On va penser à qu'elles soient là. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une fin de vie au bâtiment, dans le fond, qu'on construit. L'enveloppe qu'on va construire, elle va être solide, elle va être bien performante. On va pouvoir, comme disait Robin, mettre beaucoup d'énergie à la base, une bonne conception pour faire une enveloppe de qualité, une enveloppe performante qui, elle, va durer dans le temps, va nous rendre ses grands services. Et à l'extérieur, le parement va être l'élément sacrifice qui va être changé au cours de sa vie, mais je ne vois pas nécessairement de fin de vie au bâtiment. Donc, ça vaut la peine de bien le penser, bien le réfléchir pour créer le geste juste, créer du bon, du bien et du beau. Donc, comment on fait ça? On commence par l'humain. On essaie on a développé toutes sortes de manières de communiquer clairement les besoins d'une part, les capacités, les réels besoins. Dans le fond, on veut aller chercher l'essentiel,
aller chercher une ergonomie puis un pied carré qui correspond à quelque chose de réel dans le besoin, pas dans une espèce de juste ensemble, il me faut, mais plus être pertinent et évolutif, évidemment flexible, et bien gérer le budget. Le budget, c'est aussi une discussion humaine. Et dans ce sens-là, au fur et à mesure, nous, dans notre entreprise, on fait la conception et la construction. Au fur et à mesure de la construction, on évalue le budget. Et dans toute cette réflexion-là, au niveau de l'humain, on a aussi une espèce de regard sur l'éco-communauté. Donc, on s'inscrit tout le temps dans un contexte. Un bâtiment, c'est un contexte. C'est des gens qui ont besoin de relations humaines, qui ont besoin de s'épanouir. Donc, c'est aussi une réflexion qui entre dans la conception même de la maison. L'environnement de travail, l'environnement dans lequel on s'inscrit va être le début de la conception, va être le plus important, le souffle qui va donner la direction de la conception. On va vraiment faire attention à la topographie, aux vues, aux orientations solaires pour vraiment s'intégrer, être en harmonie avec notre site et avoir une synergie nécessairement. Donc, faire attention au déboisement, au plan de gestion de l'érosion, vraiment pouvoir s'intégrer, comme on voit là, avec la végétation très proche. Souvent, autour des maisons, on va avoir très peu de gazon. Ça va être le sol non perturbé qui va être alentour. Ensuite de ça, la santé va faire partie de la performance du bâtiment pour moi, à savoir le bien-être de l'habitant, avoir la lumière naturelle, les matériaux qui n'émettent pas de COV, de polluants, réduction de l'électrosmog et la proximité de la nature, être facilement appelé vers l'extérieur pour pouvoir circuler aisément entre l'intérieur et l'extérieur, faire le jeu d'expansion-contraction qu'on connaît bien au Québec, puis d'en profiter au maximum lorsque le beau temps arrive. Donc, au niveau de la conception elle-même, comme je parlais, on construit quelque chose pour longtemps. C'est important de bien réfléchir. La conception, c'est un endroit qu'il faut vraiment prendre son temps, puis regarder chaque détail. C'est comme d'une pelure d'oignon. On part du plus gros, puis de plus en plus, on va vers le raffinement. On arrive à trouver le meilleur, toujours rechercher l'ergonomie, la fluidité, la flexibilité, comme on parlait. Et encore une fois, j'insiste, cadrer les vues lorsqu'on est dans la maison pour bien sentir l'extérieur, puis avoir le plaisir à chaque matin de faire comme « Ah, je suis bien dans ma maison ». Moi, c'est vraiment l'objectif que je recherche. J'arrive à l'enveloppe, vraiment, qui est le sujet, évidemment, qu'on s'attend de parler ici. L'enveloppe de la maison, ben, c'est sa performance, là, son étanchéité, son isolation, ses fenêtres. Il y a l'aspect masse thermique. André Bourassa a donné une super conférence juste avant là, sur la masse thermique et tous ses bénéfices. C'était vraiment intéressant. Donc, c'est un aspect qui est super intéressant pour calibrer la thermie dans le bâtiment. Le confort thermique avec une bonne masse thermique, la plupart du temps, on va la jouer en ayant la dalle de béton apparente. On va aller souvent dans des maisons dalles sur sol, on va éviter les sous-sols. On va aller dans des sous-sols lorsqu'on est plus en situation de riche jardin dans une pente. Donc, en ayant la dalle de béton apparente, cette masse-là est vraiment intéressante en hiver comme en été pour garder la chaleur. On a une panne d'électricité. Cette masse-là va conserver la chaleur pendant longtemps dans la mesure où, évidemment, on a dans l'enveloppe étanche et isolée.
dans cet esprit-là, j'aime bien essayer d'être très simple dans la mécanique de bâtiment pour arriver à quelque chose de durable, de facile à entretenir. Lorsqu'on a une mécanique de bâtiment simplifiée, aller dans la ventilation passive, se contenter plus souvent qu'autrement qu'un plancher radiant hydronique et un échangeur d'air. On a de la mécanique. Je vais accélérer un petit peu. Donc, ici, bon, dans le fond, on a une maison de base telle qu'on la conçoit, avec R60 dans le plafond et R35. On a le comparatif avec une maison ordinaire qui va être plus maison, disons, code, qui va être plus dans le R41 dans le toit et R24.5 dans le mur. Et cette maison-là, notre coupe de mur typique où on a vraiment été chercher le plus performant des matériaux, le rapport qualité-prix. On a-tu un petit pointeur là-dessus? On peut voir qu'à l'intérieur, on a une cavité technique, 1,5 pouce qui nous permet de mettre nos boîtes électriques sans percer notre enveloppe, un panneau de coupure thermique à l'intérieur, la laine de roche au centre, qui est préconisée pour sa densité, le fait qu'elle va rester en place, bien en place. Une grosse coupure de pont thermique à l'extérieur, puisque le froid est à l'extérieur, et plus on met de coupure de pont thermique à l'extérieur, mieux on protège la structure elle-même du bâtiment. On veut un mur qui perspire, donc un pare-vapeur à l'intérieur, et tout le restant du mur va aller de plus en plus perspirant, de plus en plus laisser passer la vapeur d'eau. Donc, c'est notre mur typique. On a aussi d'autres sortes de murs, là, la double ossature, que j'aime beaucoup. Là, on va être plus dans des matériaux biosourcés qui sont essentiellement de la cellulose. On a la double ossature en 2x4, on peut faire plus ou moins large, et qui est injecté avec haute densité de cellulose. C'est vraiment comme un punching bag, c'est très très dense. C'est ma coupe de mur préférée. Et aussi la coupe de mur en chanvre, on l'a testé avec un chanvre 8 pouces et le panneau de fibre de bois à l'extérieur, le fameux Eco 4. Ça nous fait vraiment un mur très très intéressant, très local, très biosourcé. Qui essentiellement, il y a juste le pare-vapeur et à l'intérieur en polyéthylène et le pare intempérie qui est à ce moment-là en plastique. Évidemment, on travaille avec les certifications. L'entreprise, on est parti à la base avec les principes de certification LEED. Et puis, on est toujours nouveau climat. LEED une fois sur deux. Puis, on a travaillé aussi avec habitation durable. Pour terminer, dans le fond, Urban Eco, c'est 30 personnes, 58 certifications, 88 maisons et cote AA, GCR, 2 écoquartiers et un prix Domus. Voilà. Bravo. Ma publication je suis un peu frustré, j'aimerais ça faire 2 heures avec vous. Oui, c'est ça passe vite. Hein? Ça passe vite. J'aurais tellement de choses à dire. Oui, vous aussi. Ça fonctionne pas? J'ai aimé ta dernière slide, Étienne. Oui. Ça Bravo. évoque bien des choses. Oui, bravo, Étienne. C'est beaucoup de travail. Un PDF? Complétez bien. C'est le fun parce que tu as 3 niveaux de coupe de mur. Ça dépend des clients, ce qu'ils veulent aller chercher. On parlait, il y avait un panel sur le biosourcé, le carbone hier. Quand on fait une maison avec une enveloppe performante, 80% du carbone est dans les matériaux. Sur 60 ans, la consommation énergétique de la maison est tellement faible.
Vas-y, mon Kevin. Merci André. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui pour parler des maisons passives. Chez Landmark Passive House, notre mission, c'est de construire l'épreuve du futur. Donc, c'est pour ça qu'on a opté d'utiliser la norme passive allemande. Donc, la norme passive allemande, c'est la plus rigoureuse en fait d'efficacité énergétique dans le domaine de la construction. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi consistent les critères de certification. En gros, on a un maximum de 15 kWh par mètre carré pour une année. On ne doit pas dépasser cette exigence-là. L'étanchéité à l'air, on en a parlé tantôt, très important. Nous, on a un objectif de 0,6 changements d'air à l'heure. Donc, c'est très rigoureux. Par exemple, on est en train de faire un projet passif en ce moment. On a atteint une efficacité de 0,24 changements d'air à l'heure, donc c'est très performant. À titre d'exemple, une maison de 2400 pieds carrés avec un test d'infiltrométrie de 0,6 va donner, en fait, si on assemble toutes les fissures de fuite d'air, va donner environ 3 pouces carrés dans toute la maison. Donc, c'est très impressionnant. Comparativement, malheureusement, en fait, les maisons au cas du bâtiment n'ont pas encore d'exigence de ce côté-là d'infiltrométrie, mais disons qu'on peut juger que c'est peut-être un 3 changements d'air à l'heure. Donc, avec une maison de 2400 pieds carrés, on va compter un trou de 3 pieds par 3 pieds. Donc, c'est très important, l'infiltrométrie. Donc, c'est pratiquement une fenêtre qui est ouverte à l'année, là, si on regarde ça comme ça. Les surchauffes, ça aussi, il faut regarder ça. C'est parce que c'est beau le gain solaire, mais il faut vérifier aussi qu'on n'ait pas de surchauffe. L'Institut demande de ne pas dépasser au-delà de 35 jours par année avec une température au-delà de 25 degrés. Donc, comment on est capable d'y arriver? C'est en calculant des corniches de bonne dimension, d'utiliser des stores intégrés, mais à l'extérieur de la maison pour pas que le rayon de soleil atteigne le thermos de la fenêtre. Il y a aussi les brises soleil, puis on va utiliser les feuillus aussi sur le terrain. Très important en fait. En été, les feuilles sont là, sont présentes, vont empêcher le rayon du soleil de rentrer. Et en hiver, les feuilles sont parties, donc va permettre le rayon de soleil de rentrer dans la maison et va faire le gain solaire nécessaire pour arriver justement à notre maximum de 15 kWh par mètre carré en consommation énergétique. Il y a 5 points. Ben, la norme passive demande ça, oui. La norme passive... c'est les surchauffes que je parlais. Les surchauffes, on ne doit pas dépasser, en fait, c'est 10% des heures d'une année. Donc, si on fait un calcul rapide, c'est 35 jours qu'on ne doit pas dépasser au-delà de 25 degrés. Alors, ça fait plaisir. Alors, il y a 5 points importants. L'orientation, très importante. On a parlé tantôt avec les deux gars. Le choix du terrain est très important. Ce qu'on aime chez nous, c'est que le client arrive sans qu'il ait acheté le terrain. Donc, on peut lui proposer des terrains ou visiter même des terrains avec lui. Parce que quand on trouve un terrain, personnellement, on tombe en amour avec la vue, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur terrain qu'on peut acheter pour nos maisons. Donc, nous, en tant que professionnels, on va se déplacer sur place. On regarde si l'orientation est optimum. Et on regarde aussi ce qui entoure le terrain, s'il y a des montagnes à l'est ou à l'ouest. Considérant que la maison passive est chauffée pratiquement par le soleil, on ne veut pas perdre 2-3 heures d'ensoleillement à cause des montagnes autour de notre terrain. Ici, l'étanchéité à l'air, le deuxième point très important, on a encore parlé, je pense qu'on tourne vraiment autour de ceci. La première photo, en fait, c'est notre équipement pour faire le test d'infiltrométrie qui va faire le test pression négative et positive. La deuxième, en fait, c'est nos membranes qu'on utilise pour l'étanchéité à l'air. Donc, c'est très important, il faut avoir une notion et une compréhension de la migration de l'humidité. On a une grosse accumulation, une grosse quantité d'isolant dans le mur, on ne veut pas que ça soit emprisonné. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des membranes intelligentes qui vont laisser sortir l'humidité, mais elles ne laisseront pas rentrer. Et on a l'autre membrane qu'on utilise à l'extérieur, qui est une membrane encore du même fabricant de SIGA, qui est de haute technologie, qui sert celle-là de par intempérie.
Le troisième point, en fait, nous, dans les maisons passives, on utilise les doubles ossatures. Sur la première photo, on voit clairement la double ossature. À l'extérieur, comme panneau intermédiaire, on utilise le panneau Eco4. C'est un panneau avec un fort taux de perméance, donc il va laisser l'humidité aussi sortir par l'extérieur. Deuxième photo, l'isolant à la cellulose, c'est ça qu'on utilise pour remplir la cavité murale. Ici, on voit la jute qui va permettre, pendant l'injection de la cellulose, de faire sortir l'air pour avoir une compaction optimum de l'isolant. On ne veut pas que la cellulose s'affaisse, donc on a développé avec le fournisseur de laine et nos sous-traitants une compaction idéale pour éviter ce problème-là. Troisième photo, c'est une photo intérieure de la cavité murale. Ici, on voit on a 19 pouces entre les deux murs. Ce mur-là équivaut à R70. On peut aller jusqu'à du R100, R120, dépendamment du besoin d'isolant pour respecter la norme passive. Puis pour un plancher sur une dalle sur sol, c'est environ R60. Les portes et fenêtres, un autre choix très important dans les maisons passives. Nous, on a seulement que des fournisseurs avec des produits certifiés par l'Institut. Ce point-là nous facilite à intégrer les résultats de ces examens-là dans notre modélisation. Oups. La ventilation, très importante. En fait, on prône pour la qualité de l'air intérieur, pour l'habitant encore aussi. Donc, la conception de la ventilation se fait en même temps que la conception du bâtiment pour optimiser le confort à l'intérieur. Un autre point important, c'est la modélisation qu'on vient de parler avec le logiciel PHPP. En fait, pour faire les maisons passives, c'est indispensable d'utiliser ce logiciel-là. En fait, à l'interne, chez Landmark, on a une technologue certifiée par la maison passive, donc elle peut designer les maisons et pouvoir les faire certifier par la suite. Donc, c'est elle qui va s'occuper du PHPP. Si on regarde les deux colonnes ici, c'est très important d'avoir une balance équilibrée entre les pertes et les gains de chaleur. Donc, à gauche, la première colonne, on voit tout ce qui est perte par les portes et fenêtres, planchers, murs et plafonds. Et la deuxième colonne ici, si on part d'en bas, c'est le besoin en chauffage qu'on a de besoin. En haut, c'est le chauffage qui est obtenu par le gain solaire. Donc, c'est énorme. Et celui du milieu, c'est la chaleur obtenue par les habitants et les appareils ménagers. Donc, ça aussi, c'est calculé. Donc, quand on arrive avec un mur de 19 pouces, un R70, un plafond de R120, tout est calculé scientifiquement avec notre logiciel PHPP. En fait, en faisant la conception à l'interne, on arrive avec plusieurs avantages. Le respect du budget de départ, réduction des coûts de conception et de consultation de tierces personnes, amélioration et correction efficace des plans et une communication continue avec les équipes au chantier. Donc ça, c'est très important. Les maisons passives, en fait, si on parle d'autonomie, on en parle de plus en plus, sont très facilement rendables autonomes, soit par des panneaux solaires. Il y a les programmes aussi Net Zéro qui existent. En fait, tout ça égale en fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de panneaux solaires pour être producteur. En fait, le Net Zéro, c'est on produit autant qu'on consomme. Donc, les maisons passives n'ont pas besoin de beaucoup de chauffage, donc pas une grosse demande électrique. Donc, c'est facilement rendable Net Zéro. Donc, je pense qu'on est trois entrepreneurs passionnés qu'on a discuté de nos maisons. Mais les trois ici, on est ici, je pense, pour donner nos informations, partager nos valeurs d'entreprise, partager nos savoirs, parce que c'est plus qu'une façon de construire, c'est une passion. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin Laporte. Juste pour préciser que la certification allemande Passivhaus est inspirée des recherches faites au Canada pour le climat froid. Évidemment, l'énergie coûte plus cher en Europe. Mais c'est une réduction de jusqu'à 90% des besoins de chauffage. J'ai oublié de spécifier. Ouais. Et quand on pense à construire, hein, les gens ils changent d'auto puis de maison aux 5-7 ans. En fait, de plus en plus, les gens ils veulent construire pour le long terme, leur maison pour leur famille jeune ou pour leur retraite. Ou oui, si vous la vendez, qu'est-ce que vous allez léguer à l'humanité et à la planète? On n'a plus le choix aujourd'hui avec les changements climatiques là, de penser à long terme. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? On a quand même 20 minutes. 15 parce qu'il va falloir faire la transition.
Bonjour, moi c'est Philippe de Rétrofit Construction. Juste savoir pour les trois, vos clients, est-ce que vous avez vu du changement au niveau de votre clientèle au cours des dernières années? Est-ce que vous avez à les éduquer ou est-ce qu'ils viennent déjà vers vous assez éduqués pour une construction de ce standard? Ben, en fait, de notre côté, pour parler du passif, on a en fait toute la clientèle qui nous a approchés avec quand même des certaines connaissances, soit par la lecture ou des documentaires qu'ils ont vus. Donc, on voit que le monde commence à s'intéresser de plus en plus au passif ou aux maisons haute performance. Clientèle, je te dirais, c'est soit très jeune famille, trentaine d'années, ou des personnes plus proches de la retraite, des choses comme ça, qui veulent avoir un luxe, un confort, un sentiment de sécurité dans leur maison. Même chose pour moi, dans le fond, ça fait 12 ans qu'on existe. Dernièrement, dans les 4-5 dernières années, les gens sont vraiment plus informés, ont plus accès à Internet, vont aller chercher l'information et nous arrivent avec déjà comprendre l'importance d'une maison isolée, étanche. Pour 80% de la clientèle, il y a une autre clientèle qui va être là pour le design, qui va être plus pour cet aspect-là du travail. Mais c'est à peu près la même sorte de clientèle. On a aussi des jeunes familles, c'est ça, qui vont être plus en coquille, qui vont pouvoir faire leurs propres travaux, jusqu'à des maisons, des gens qui viennent de prendre leur retraite, puis que là, ben, ils se font la maison pour être bien avec... ça va être la dernière, là, c'est ça. Là. Pour ma part, ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens viennent et ils ont énormément d'informations. C'est juste après ça de la remettre aux bonnes places. Parce que construire une maison performante, c'est quelque chose. Construire une maison écologique, c'est une autre chose. Construire une maison efficace, c'est une autre chose. Et utiliser des matériaux écologiques, c'est une autre chose. C'est plein de volets. Moi, je trouve, comme je vous dis, l'exemple du cuisinier qui arrive avec ses ingrédients, ben, il faut après ça les mettre à la bonne place, les utiliser de la bonne façon. Donc là, c'est là que l'éducation, oui, peut entrer en ligne de compte. Mais on va donner des pistes aux gens. Et puis moi, comme je vous ai mentionné, la base, c'est vraiment l'isolation, les portes et fenêtres, la ventilation, l'orientation. Fait que avec ça, les gens sont capables de vraiment prendre les bonnes décisions, d'avoir une maison performante. Ensuite de ça, il y a plein d'autres aspects parce que juste pour me préparer pour cette conférence-là, pour ce panel-là, j'ai passé quand même beaucoup de temps parce que je me sers de ces événements-là pour me mettre à jour et faire mes études parce qu'à un moment donné, comme constructeur écologique, après 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça fait 35 ans que je travaille dans le domaine de la construction, bon, on établit des patterns, on utilise des produits à un moment donné qu'on ne sait plus pourquoi qu'on les utilise, mais parce que notre père les utilisait, puis parce que tout le monde dit d'utiliser ça. Fait que en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que 2-3 slides que je ne vous ai pas montrés, il y a une panoplie incroyable de coupes de murs qu'on peut faire. Parce qu'on peut changer la membrane, on peut changer l'isolation, on peut changer l'épaisseur des murs, on peut changer la sorte de fenêtre qu'on utilise, on peut changer les tapes, on peut mettre notre isolation mettons, en sous la dalle, dans les murs, dans les plafonds. C'est sûr que si on y va avec un principe de logique, où est-ce qu'on perd la chaleur? Ben, c'est dans les plafonds. Je vous ai parlé plus des portes et fenêtres, c'est vraiment la base. Mais point de vue isolation, les plafonds. Donc, si on veut aller avec des priorités, on va aller avec le plafond. Ensuite de ça, si on veut aller avec une autre priorité, le sous-dalle. Si on veut aller avec une autre priorité, c'est les murs. Fait que c'est beau de sortir des coupes de murs, mais si vous utilisez des fenêtres de pas bonne qualité, ben on arrête cela. On n'ira pas plus loin parce que l'argent que vous allez investir dans votre mur ne sera pas rentabilisé là, parce qu'on n'utilise pas des bonnes fenêtres. Fait que, fait que c'est cette éducation-là qu'il faut faire. Puis, j'ai pas de misère à la faire. Mais après ça, les gens repartent chez eux. Un des meilleurs conseils que je peux donner et que je dis souvent, c'est d'écouter son entrepreneur. Parce que si vous nous choisissez, c'est parce que vous avez confiance en nous puis en notre vision. On a 3 visions quand même
différentes. On est 3 personnes différentes. Fait que quand vous choisissez un entrepreneur, vous lui faites confiance puis vous le suivez dans l'aventure. J'ai une question, moi, pour vous. Tu parlais que des fois, il y a des gens qui arrivent juste pour le design. Tu sais. Vous avez une mission d'éducation. Le choix des fenêtres, c'est tellement important. Ouais. Qu'est-ce que ça donne d'avoir des murs R70 si tu fais des trous béants avec des mauvais vitrages, mais des fenêtres pas étanches ou des trop grosses superficies au mauvais endroit? Comment vous gérez ça un peu? Je vais demander à Étienne. On viendra à Kevin. Oui, effectivement, dans le type de maison, là, souvent on va avoir des cathédrales avec grande fenestration. Chaque ouverture est une faiblesse dans le bâtiment. On s'entend tous là-dessus. On peut avoir une fenêtre calibrée R2 et on peut avoir une fenêtre R8 à comparer d'un mur juste à côté qui est R40, R70. Et ça peut être absurde à un certain moment donné, mais ça reste quand même 4 fois plus performant à le R8 que le R2. Ensuite de ça, la quantité et le positionnement sont tous des facteurs extrêmement importants. Donc, c'est un peu, quand je parlais de cadrer les vues, ça fait partie de l'exercice. On va aller vraiment choisir qu'est-ce qu'on regarde. Alors, au nord, ça va se traduire en bandeau souvent, parce qu'on va avoir un panorama quand on a une belle vue. Puis, on va vraiment se calmer sur les fenêtres. Puis, au sud, on va en mettre, mais ça ne sert à rien de mettre un mur de fenêtres, parce que ce mur-là va laisser passer beaucoup de chaleur tout le temps la nuit. Et en été, va pouvoir nous amener d'une surchauffe qui va être difficile à contrôler. Donc, il est possible d'avoir des effets d'ouverture vers l'extérieur, de bien voir la nature, de bien laisser rentrer le soleil avec des fenêtres, des ouvertures choisies avec un format raisonnable. Kevin disait d'ailleurs le logiciel Passive House Planning Package, PHPP. Tu ne dois pas dépasser 25 degrés, plus de 35 jours par année. Exactement. Fait que, est-ce qu'on va maximiser plus la valeur isolante du vitrage, qui est la valeur U, que les gains solaires? En fait, on veut quand même un équilibre dans les verres, mais on veut un plus grand gain solaire que d'isolant, malgré qu'avec les fenêtres qu'on utilise, ils ont un très haut taux de résistance thermique. Donc, c'est dur de comparer. En fait, pour parler d'une petite chose que j'entends parler souvent, c'est qu'on entend parler que les verres triples ne sont pas assez rentables versus les verres doubles. Mais en fait, si on a une maison pendant 20-25 ans, puis qu'on a un beau salon de belle salle à manger, puis qu'on sent tout le temps un effet de convection en arrière de nous, en fait, non, c'est peut-être pas rentable, sauf qu'on on les aimera pas pendant 25 ans. Il y a un effet de confort, là, c'est ça. Exactement. Oui, carrément. Le confort n'a pas de prix, finalement. Donc, pour profiter de 100% de sa maison, c'est important d'investir aux bons endroits. En fait, je te corrigerais dans le positif parce que c'est rentable le verre triple. Pendant longtemps, on disait que non. Mais Ressources naturelles Canada fait des études pour les constructeurs. Puis une des premières choses après les DEL, puis l'économie d'eau, puis l'étanchéité, puis les appareils Energy Star, les électroménagers, c'est le verre triple. Aujourd'hui, oui. Bon, là, c'est des moyennes canadiennes, mais le prix de l'énergie augmente tout le temps. Mais si tu gardes ta maison, le verre triple, c'est une erreur de ne pas l'acheter. Si tu dois changer tes vitrages en rénovation, des fois, on peut garder les cadres qui sont encore bons. Allez-y tout de suite pour les verres triples. Puis en construction aussi. Moi, j'ai changé un verre double pour un quadruple dans mon salon. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous variez les valeurs isolantes et gains solaires selon les orientations dans vos maisons? Hier, il y a Richard Trempe, qui est l'assommité en enveloppe du bâtiment, qui disait juste au sud-est, le matin, c'est là qu'on veut le solaire passif. Hein? Est-ce que vous variez les types de vitrage? En fait, non, pas avec nos fournisseurs. On utilise la même vitre pour toute la maison, sauf qu'on va quand même designer la maison, comme Étienne disait, par rapport aux orientations de la maison. Soit en mettant moins de fenêtres au nord, un petit peu moins à l'est, ils vont être plus situés du côté sud-sud-ouest.
Donc, puis avec la modélisation, avec le PHPP, ben, ça nous confirme quand même qu'on est très confortable et qu'on respecte les exigences. Nous, dans les différents tests qu'on a faits, sur des projets, on met des différents Loui. Il y a des Loui qui vont laisser passer plus de gains solaires. Donc, on va mettre avec gains solaires au sud et sans gains solaires sur les autres parties qui, dans le fond, laissent moins passer de chaleur là, infrarouge vers l'extérieur. On est même allé en réduction de coût, à aller vers du double au sud parce que là, tu avais plus de gains solaires. Encore là, tu ne fais pas ça avec un mur de fenêtre, là, mais pour pouvoir... on le fait plus. On est vraiment triple vitrage partout, mais à un certain moment, on a essayé ça, d'aller vers... Puis lorsque je vais faire un peu de pouce sur ce que tu as dit, sur la rénovation, la fenêtre aussi a une durée de vie. C'est souvent quelque chose qu'on sent moins parce qu'on le voit moins venir. Mais moi, je fais vraiment attention dans l'ouverture brute de la traiter de façon à ce que lorsque viendra le temps de changer la fenêtre, qui va arriver dans 20, 30 ans, où le thermos, essentiellement, il est garanti 15 ans. Ça dure plus longtemps que ça, mais ça va arriver. Autant le parement extérieur, pour moi, est un sacrifice, autant la fenêtre va être changée. Donc, bien faire cette ouverture-là avec beaucoup de membranes pour que ça soit comme, bon, on la change, on remet ça étanche, puis c'est ça. Robin, je vais te demander, parce que Kevin, lui, c'est sa maison standard, la maison Passive House. Il souhaite que tous ses clients la fassent certifier. Ouais. Toi, tu en as fait du Passive House. Les fenêtres, souvent, il faut les faire venir d'Europe. C'est ironique. Avec le transport, on pense que c'est polluant, mais ça vaut la peine. Il y a des fabricants européens qui ont un bon rapport qualité-prix pour une performance qu'on n'a pas en Amérique du Nord. Ben, NZP, qui est québécois, qui est commandite, c'est un fabricant québécois, mais il importe ses profilés en PVC d'Europe. Bonne question. Pourquoi on fait venir des produits d'Europe? Parce qu'ils ont l'accréditation Passive House. Fait que si on veut aller chercher l'accréditation Passive House, il faut faire venir des produits d'Europe. Au Québec, il y a NZP, qui est notre commanditaire de l'événement, qui a des très, très bons produits en passant. Je suis justement allé dans une maison dernièrement, des clients qui ont utilisé NZP, puis j'ai amené une autre cliente pour voir. Et dans cette maison-là, pour donner un ordre d'idée, c'était une maison de 2000 pieds carrés. Les gens payaient 1000 $ d'électricité par année. 1000 $ d'électricité par année. On avait un mur de 12 pouces. On avait les produits de NZP. Et sur le 1000 $, il y avait, je crois, plus de 50%, ça devait être 60 ou 70% qui était utilisé en énergie pour le chauffe-eau. Fait que le reste, c'était l'éclairage. Puis Kevin pourrait vous sortir des chiffres encore peut-être plus impressionnants que ça. Mais lorsqu'on investit dans les portes et fenêtres, même chez NZP, ça va nous coûter 100 000 $ pour une maison, exemple de 1 million. C'est pas grand-chose pour avoir le confort puis avoir l'efficacité énergétique. Puis moi, ce que je dis aux clients, la meilleure chose, c'est comme ici, vous vous promenez, vous regardez des autos, bien, il y a des Toyota, il y a des BM, il y a des Mercedes. Bien, NZP, c'est la Mercedes. Fait que quand vous ouvrez la porte d'une Mercedes, vous ouvrez une porte NZP ou une fenêtre, vous voyez la différence. Puis quand vous êtes à côté en plein hiver, si vous pouvez aller dans une maison comme ça, ben vous les voyez, les différences. Fait que vous ne payez pas pour rien. Vous avez quelque chose de performant. Vous n'avez pas des fenêtres qui ne seront pas confortables et plus performantes dans quelques années. Il nous reste 3 minutes, malheureusement. Oui. Alors, ça va être madame, et vous allez avoir 1 minute chacun pour répondre. Impossible. Vous avez beaucoup parlé de l'étanchéité comme étant un principe important dans le cadre de rénovation, donc pas dans le cadre de nouvelles constructions. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de limiter les ponts thermiques? C'est-à-dire que après un test d'infiltrométrie, lorsqu'on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de fuites, comment est-ce qu'on peut, sans enlever, j'imagine, le revêtement extérieur ou le revêtement intérieur, comment on peut faire pour éliminer les ponts thermiques? Ben, par les portes et fenêtres, c'est sûr. La première chose. Là, On parle plus d'infiltration avec le test d'infiltrométrie. Là. Essentiellement, pendant le test, on peut vraiment sentir l'endroit où pénètre l'air, les fuites. Mais essentiellement,
ça passe des fois à travers le mur. Fait que c'est pas parce que tu le sens un endroit en rénovation que ça va rentrer. Parce que cet endroit-là, c'est un peu plus difficile. Là. Oui. Ça va souvent passer par stripper en dedans, stripper dehors pour pouvoir atteindre une étanchéité. Par dehors, ça se fait bien quand on a la chance de refaire son revêtement en continu et bien rajouter de l'isolant et de l'étanchéité d'un coup. Là. Je vois dans la même voie que toi. C'est pour exactement, tous les projets sont différents, mais si on peut isoler par l'extérieur, c'est toujours le meilleur pour couper le pont thermique. Mais si on a un revêtement de briques, c'est facilement faisable. Donc, c'est sûr que, comme Robin dit, de changer les portes et fenêtres, c'est le numéro 1. Puis, il y a d'autres techniques qu'on peut isoler par l'intérieur, mais en gardant l'idée qu'il faut qu'il n'y ait pas d'accumulation d'humidité dans le mur aussi. Donc, c'est important d'avoir une compréhension de tout ça aussi. Donc, chaque projet de rénovation est différent. Pour rajouter à ton point, en fait, là, si tu ne veux pas ouvrir aucun mur, il y a certaines technologies aussi qui sont disponibles. Donc, il y a plusieurs façons en rénovation, dépendamment du projet. Donc, si on peut en reparler un peu après. Sinon, quand on parlait de fenêtres aussi, on finit là? OK. On finit là. On en reparlera après. Merci beaucoup pour... Vraiment désolé. Merci tout le monde. C'est vraiment excellent comme panel. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Il faut faire place au prochain conférencier.